Hello, everyone. I'm Jérémy Pellet. I'm the CEO of Expertise France. It's a pleasure to host this session dedicated to exploring how women, in the context of crisis and conflict, can and need to become central actors of peace, resilience, and reconstruction. The Women, Peace and Security Agenda of the UN was adopted in 2000, actually the 31st of October, the adoption of the resolution 1325, so it's almost the anniversary. It's based on a strong conviction, which is that no lasting peace can be achieved without the full participation and leadership of women at all levels. So 25 years after, Donc, 25 ans après, il est temps d'en prendre compte au FPP. Il est juste de dire que les contributions des femmes ne sont pas correctement reconnues, ne sont pas correctement financées et ne sont pas suffisamment intégrées dans des politiques et des décisions stratégiques, même si les femmes, malgré tout, contribuent à la paix tous les jours. Et nous avons trois intervenantes dont le trajet remarquable illustre ceci. Je suggère donc que nous explorions aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, 4 problèmes. Comment placer les femmes au cœur des politiques, des programmes et des investissements? Comment placer les femmes dans des rôles à responsabilité, donc mettons nos lunettes genrées, disons. Nous devons aussi tirer des leçons contextuelles, d'expériences diversifiées pour renforcer l'intégration de la feuille de route dans tous les contextes. En fait, enfin, j'aimerais parler d'autonomisation qui est un facteur de cohésion sociale. Et enfin, j'aimerais parler de cohérence systémique. Tout cela devrait être connecté à des politiques nationales et internationales afin de faire de la feuille de route WPS un cadre d'action global. Je veux simplement dire que le genre n'est pas un gros mot. Oui, nous faisons face à des vents contraires. Ce qui se passe dans certains pays comme les États-Unis est troublant. Mais nous devons combattre contre le fait que le genre a tendance à disparaître de l'ordre du jour de certaines organisations, même au niveau de l'ONU à certains moments. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur non seulement en termes de valeurs, mais aussi en termes de conséquences socio-économiques pour notre monde. Notre conversation aujourd'hui est donc pleinement alignée avec la vision du groupe AFD. Nous avons mis au cœur de notre action la sécurité, la paix, le développement, la coopération internationale. Et je suis profondément convaincu du fait que la paix n'est pas un état final, c'est un processus vivant, nous le verrons dans les discussions. Il se base sur la sécurité humaine, sur la justice sociale, sur la solidarité. Et la coopération internationale devrait viser à renforcer ces éléments. Et cela ne saurait se faire sans l'implication des femmes et des jeunes filles. Notre groupe, à la fois l'AFD, Expertise France, Proparco, nous avons la mission de soutenir ceux qui, sur le terrain, transforment ces principes en actions concrètes, renforcent les institutions,
soutenant un secteur privé inclusif, renforçant les sociétés et leur capacité d'action. Je suis particulièrement heureux donc d'accueillir dans cette salle très chaude 3 experts qualifiés et des partenaires du programme AFD. Je vous présenterai donc brièvement nos panélistes. Nous avons Nadie Tetenji, qui est la chef de l'assistance technique à la Fondation Crédit Agricole. Elle a 25 ans d'expérience dans la finance inclusive, le développement, l'investissement d'impact. Elle a travaillé dans plusieurs agences et fonds de développement à l'ONU. Donc elle sait comment fonctionne le financement de l'inclusion dans des contextes sociaux fragilisés. Il y a ensuite Suzanne Amef, qui est directrice et fondatrice de l'Organisation pour l'optimisation des femmes, qui est une pionnière dans la mise en œuvre de résolutions de l'ONU pertinentes. Elle a été présente 2 fois au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aussi une figure de proue dans la promotion des droits des femmes et de la gouvernance inclusive. Donc elle nous aidera à comprendre comment le leadership féminin peut transformer les institutions et les politiques publiques. Et enfin, à côté de moi, Nafissatou Idessadou, qui est la directrice exécutive de l'OSC Femmes, Action et Développement au Niger. Vous êtes psychologue, vous êtes formatrice, vous êtes engagée depuis 15 ans pour une plus grande participation des femmes aux décisions locales et sur le plan politique dans les situations de conflit. Et vous nous direz comment les femmes peuvent reconstruire le lien social et développer ces formes locales de gouvernance dans ces situations. So I think each of you, in your own way, je pense que chacune d'entre vous, à votre manière, incarné l'esprit de coopération, de solidarité, de transformation qui soutient notre objectif. Et enfin, nous aurons quelques mots de Peter Wagner, le directeur de l'investissement solidaire. On va commencer avec vous, Nadie. Votre organisation travaille depuis plusieurs années pour promouvoir l'accès des femmes, y compris les femmes victimes de déplacement. Comment avez-vous œuvré pour adapter les services financiers pour les rendre compatibles avec le vécu de ces femmes et pour les soutenir dans des contextes de fragilisation? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à ce panel. À la Fondation Crédit Agricole, nous nous focalisons énormément sur les partenariats et pas des partenariats qui viennent seulement d'une région. Nous nous focalisons sur des partenariats holistiques sur le terrain. Donc nous prenons la femme dans son environnement et nous cherchons des partenaires, par exemple l'Union européenne. Ce qu'on essaie de faire concrètement, c'est considérer ce groupe de gens, je suis une femme, on ne doit pas nous considérer comme un sous-groupe ou comme un groupe fragile et éloigné. Nous devrions être considérés comme un client holistique et pas seulement comme un bénéficiaire. Et une grande part du travail qu'on a vu en termes de développement se focalise sur les femmes en tant que bénéficiaires. On les voit donc. Et c'est nécessaire, mais souvent, on se heurte, dans ce cas-là, on se heurte à un plafond de verre et les femmes ne sont pas vues comme des participantes à part égale dans de nombreux domaines. Donc on essaie de considérer les femmes en tant que partenaires économiques à part entière. Et ce que nous essayons d'établir, ce sont des partenariats
avec nos bailleurs de fonds. Par exemple, Propac, qui fait partie du groupe AFD, nous nous focalisons sur les femmes dans les contextes les plus fragilisés, lorsqu'elles sont déplacées, lorsqu'elles sont agricultrices, lorsqu'elles sont chefs de foyer, mais nous ne nous focalisons pas sur le côté caritatif. Nous nous focalisons sur le fait de fournir l'accès à des services financiers et non financiers, à savoir l'éducation, la formation, le développement d'activités, les études, la recherche, l'accès aux données, dans des champs d'études choisis. Et nous essayons de leur donner des opportunités. Moi, même je suis une femme issue d'un contexte fragilisé, je ne savais pas ce qu'était la vie normale jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc nous avons besoin d'opportunités et c'est ce que nous essayons de faire et parfois une opportunité suffit. Ce que nous faisons réellement, c'est parfois, dans certains contextes, ce que nous faisons, c'est que nous co-créons des programmes avec nos partenaires. Notre partenariat avec Propaco, ce n'est pas Propaco qui vient nous voir pour nous dire « nous voulons cela » et nous mettons cela en œuvre sans regarder ce qu'il y a derrière. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une approche holistique avec Propaco pour s'adapter aux besoins de la demande et aux ambitions des femmes sur le terrain. Ce que nous essayons de faire, par exemple, en Ouganda, actuellement, nous avons 2 partenariats stratégiques avec Propaco, un en Ouganda, où on se focalise sur les populations déplacées. Nous avons une approche genrée holistique, pas seulement pour les femmes, parce que si on exclut le système de soutien des femmes, qui est parfois les hommes, parfois les institutions, on ne fait pas bien le travail. Donc on essaie de fournir un accès aux services financiers à tous. On ne se focalise pas seulement sur l'accès, on se focalise aussi sur l'utilisation à long terme de ces services. Avec le soutien de nos organisations partenaires, on n'essaie pas de tout mettre en œuvre au niveau du projet nous-mêmes, car sinon ça s'arrête à court terme. Le deuxième élément que nous essayons de mettre en œuvre, c'est une approche régionale et sous-régionale. Par exemple, nous avons des installations avec Propaco qui se focalisent sur les pays fragilisés, des pays en Afrique, au Moyen-Orient et même en Asie mineure, qui sont dans des situations de fragilité, et nous nous focalisons sur les secteurs économiques qui ont le plus d'opportunités de développement, mais où il n'y a pas assez d'investissement. Par exemple, le secteur agricole, le secteur numérique, où il y a beaucoup de développement dans la FinTech, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir accès aux services numériques, mais les femmes se heurtent toujours au plafond de verre, on leur donne un petit peu, et ensuite il n'y a pas de suivi. Donc on essaye toujours de pousser pour qu'il y ait un accès à des services plus exhaustifs. Et le deuxième aspect de notre mission, c'est d'aider les femmes à faire mieux. On s'intéresse exactement aux besoins des femmes, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, ce qu'elles peuvent se permettre, ce qu'elles ne peuvent pas se permettre. Doivent-elles être au foyer ou non? Donc il y a beaucoup de choses que les femmes doivent faire. Elles doivent toujours être multitâches. Et on essaie d'adapter cela aux besoins des femmes pour qu'elles puissent mieux utiliser le produit, pour qu'elles ne l'utilisent pas qu'une seule fois sans pouvoir l'utiliser à nouveau. Et nous avons fait des études in vivo. On a eu un fournisseur de services financiers en Afrique qui pensait que les femmes n'accédaient pas à leurs services parce que les taux d'intérêt étaient élevés. Nous avons fait une petite étude, pas une étude très formelle, on a simplement demandé aux femmes pourquoi elles ne l'utilisaient pas. Et c'est simplement que les femmes ne pouvaient pas se rendre au rendez-vous. Ce n'était pas les taux d'intérêt. Donc parfois un simple ajustement au niveau des produits. Par exemple, une institution avec un petit espace de garderie pour que les femmes puissent s'y rendre avec les enfants, c'est ça qui aide à les intégrer. Ce sont des problématiques qui sont directement connectées parce que les femmes qui élèvent les enfants avec l'accès à la santé, aux opportunités, avec une stabilité dans leurs revenus,
ont moins de chances de voir leurs enfants être exposés à des menaces de type terroriste ou des menaces liées au trafic de drogue. Et ça, ce sont évidemment des améliorations. Même pour les... Il y a aussi des jeunes filles qui sont victimes de prostitution en raison de ces risques. Donc plus nous pouvons être au service des femmes dans leur foyer, et plus nous sommes au service des foyers en leur donnant un accès continu et durable aux services financiers, plus leur situation s'améliore. Merci beaucoup, Andy. Vous avez clairement souligné l'importance des services financiers pour les femmes, souligné l'importance du fait que ces services ne doivent pas être conçus uniquement pour elles en tant que bénéficiaires, mais conçus avec l'idée que les femmes doivent être des partenaires. Pour suivre ce que vous venez de dire, compléter ce que vous venez de dire, j'aimerais expliquer comment ces initiatives peuvent aller au-delà de l'inclusion économique individuelle, qui est bien sûr importante, mais aussi générer une résilience collective et soutenir une plus grande cohésion dans les communautés dans des situations de crise. Oui, merci pour cela. Ce que nous essayons de faire, nous sommes à 4 ans de 2030 et des ODD. Et les ODD ont des objectifs du développement durable, ont des objectifs très clairs en matière d'inclusion féminine, des objectifs qui sont parfois mal compris. Donc lorsqu'on parle de ces partenariats, on se demande quels sont ces partenariats. Ce que nous essayons de faire avec l'autonomisation des femmes, avec l'égalité des sexes, avec tous les enjeux sur lesquels nous travaillons, nous parlons de ces partenariats. Nous essayons de prouver la manière dont ces partenariats peuvent nous permettre d'avancer au lieu de dupliquer, au lieu de faire les choses simplement parce qu'on veut agir rapidement. On essaie de se focaliser sur cela. Et on essaie de se focaliser sur la croissance économique, pas sur la résilience économique des femmes. La résilience est déjà présente. On leur fournit le premier niveau de service et elles sont très résilientes. Ce qui se passe ensuite, c'est la partie la plus importante. Donc on essaye de créer des partenariats avec les institutions locales, pas seulement les services financiers, aussi les ONG. On essaye aussi d'impliquer les institutions locales. Nous n'imposons rien au niveau de la manière de faire les choses. Nous les soutenons. Nous pensons qu'elles savent, qu'elles connaissent leur environnement, leur pays, leur activité. Elles comprennent mieux que nous la plupart du temps. On essaie donc de se focaliser sur le fait d'agir au niveau local pour renforcer les chaînes de valeur locales, parfois à l'échelle d'un pays, parfois à l'échelle d'une région, d'une sous-région. Et cela génère plus d'opportunités à long terme parce que nous faisons des investissements. Personne ne fait d'investissement s'il n'y a pas de retour sur investissement. Le retour sur investissement n'est pas un gros mot, même dans le développement. Cela implique une durabilité. Donc nous essayons toujours de faire cela dans le cadre du prisme du développement, dans le cadre du nexus, de ce qu'on appelle le nexus HDP, pour aller vers toujours plus de durabilité. C'est de cette manière-là que nous approchons notre activité avec des partenariats, avec des partenaires dans le Nord et dans le Sud, et en ayant des partenariats avec des institutions locales. Ce qu'on a essayé de faire récemment, on s'est rendu compte que des grandes banques dans tous les pays n'aiment pas aller aussi loin, ils n'aiment pas prendre ce niveau de risque, ils n'aiment pas investir dans ces marchés. Donc ce que nous essayons de soutenir en ce moment, la formation, c'est voir les banques investir dans les institutions locales pour débloquer au moins les investissements
locaux, en plus des investissements internationaux. Merci beaucoup pour ces informations très concrètes. On voit que l'autonomie économique est vraiment un facteur de stabilité et de cohésion sociale. Lorsque nous prenons en compte cette approche inclusive et durable, ce qui nous mène maintenant à notre deuxième levier, au deuxième point de notre conversation, le leadership politique et social des femmes. Donc Suzanne, comme vous avez coordonné la mise en œuvre du premier plan d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité au Moyen-Orient, quels sont les leviers d'action que nous pouvons employer pour soutenir une véritable implication des femmes dans les enjeux de paix, de sécurité et de développement? Merci, bon après-midi. Merci pour cette opportunité. Je suis ravie de faire partie de cet échange aujourd'hui. C'est le 25e anniversaire de la résolution 1325. Il faut que nous puissions passer des mots à l'action en ce qui concerne l'agenda femmes, paix et sécurité. Les femmes ne doivent pas être vues uniquement comme des bénéficiaires, mais plutôt comme des partenaires et des décideurs. Souvent, cet agenda femmes, paix et sécurité est vu comme un agenda lié aux femmes et pas un agenda lié à la paix. Il faut changer cette vision des choses et il faut arriver à transformer ce document pour qu'il devienne une réalité. Alors avant toute chose, il nous faut une volonté politique, pas juste des déclarations, des beaux discours, mais une véritable volonté qui soit structurée avec un plan concret, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources techniques. Nous avons besoin d'investissement dans le leadership des femmes. Et ce n'est pas une faveur qu'on accorde aux femmes, c'est vraiment un investissement dans la paix. L'autonomisation n'est pas disjoint de la sécurité. Quand on parle de renforcer la participation des femmes, on est vraiment au cœur de 1325. Donc, avant toute chose, il faut penser à l'engagement local, parce que c'est au cœur de tout changement, finalement. Il faut revoir comment cette résolution a été adoptée il y a 25 ans par le Conseil de sécurité. Il y a eu beaucoup de campagnes faites à travers le monde. On a parlé des conflits et du conflit et de son impact sur les femmes, sur les filles. Et c'est ça que ça veut dire, penser à l'engagement local. L'engagement local est véritablement le fondement, c'est essentiel. Alors, vous avez parlé de mon rôle de coordination autour du premier plan d'action. On était 10 femmes impliquées à l'époque. On voulait ce document, cet outil, on voulait le voir traduit sur le terrain. Les femmes en avaient besoin, elles avaient besoin d'une réponse. Elles avaient besoin d'être mentionnées dans cette résolution. Et à l'époque, le but était simplement de faire le lien entre les militantes de base, en quelque sorte, et les acteurs d'État, les gouvernements. Nous avons réussi à mobiliser la volonté politique des gouvernements en mettant en œuvre une équipe de travail transverse. Il y a eu un plan de mise en œuvre, un plan de suivi, et ça a été la première initiative de ce type dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et donc vous voyez, on a fait un travail incroyable.
en transposant un dispositif, une décision internationale sur le terrain local. En utilisant cet outil, on a réussi à mobiliser les femmes à travers l'Irak, à les consulter, comprendre leurs priorités, leurs besoins. Les besoins ne sont pas les mêmes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Et on a réussi à faire ce travail et à inclure tout ça dans le deuxième plan d'action national. Et ça a vraiment été la première institutionnalisation de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et il y avait à la fois la mise en œuvre et le reporting qui faisait partie de cette initiative. Les deux gouvernements, irakiens et kurdes, les deux parlements et la société civile étaient impliqués. C'est assez unique de voir la société civile s'impliquer à ce point. Voilà comment la société civile, les acteurs locaux, les organisations locales ont pu participer. Parfois, ils risquent leur vie. Ils sont en première ligne. Ils amplifient les voix des femmes, expliquent comment elles souffrent quotidiennement. À travers le processus mis en œuvre, on a pu localiser le plan d'action national. On a fait toutes les consultations, on a rencontré des femmes déplacées, des femmes dans des camps, des dirigeantes au sein de leur communauté. On a pu comprendre quelles étaient les pressions sur les femmes et les refléter dans le deuxième plan d'action national. On a pu également inclure des lois spécifiques pour les femmes yazidis qui avaient survécu aux atrocités d'ISIS. Il y a aussi eu tout un travail de suivi. Et cela vous montre à quel point le rôle des organisations de défense des femmes sur le terrain est essentiel. Mais rien n'est durable, tout change. Et une chose sur laquelle je rejoins vraiment ma collègue Anadi, c'est que les organisations locales, elles connaissent le contexte. Elles font partie de la solution quand elles militent. Elles connaissent les besoins et elles connaissent les réponses à apporter. Voilà pourquoi il est absolument essentiel d'engager avec les communautés locales dans tout le processus, et ce, dès le début. J'aimerais revenir sur le fait qu'on a vraiment insisté sur l'autonomisation économique et politique des femmes. Rien n'est possible si elles n'ont pas d'indépendance, si elles n'ont pas de moyens économiques. Il faut qu'elles aient des ressources, il faut qu'elles aient un emploi. C'est comme ça que les choses vont changer. En changeant leur vie, il y aura des femmes plus confiantes en elles, plus stables, et donc une communauté plus stable. Merci beaucoup, merci Suzanne. Vous avez montré comment la reconnaissance institutionnelle des femmes dans les processus de paix est une bataille de tous les jours. Comment avez-vous, dans votre expérience, réussi à convaincre les dirigeants politiques, qui sont souvent des hommes, que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité devrait être un pilier central des politiques publiques plutôt qu'un élément symbolique? Comme je l'ai dit, en fait, cet agenda n'est pas centré sur les femmes, il est centré sur la paix et la sécurité.
Si on veut la civilisation, si on veut la paix, si on veut la sécurité, évidemment, il faut prêter davantage d'attention à cet agenda. Et il ne touche pas seulement aux femmes, aux paix et à la sécurité. Là-dedans, il y a aussi la jeunesse. Et de ce fait, on se retrouve parfois avec des groupes différents qui travaillent sur des bouts différents de ce programme. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on travaille tous ensemble, dire voilà, les femmes, les hommes, la jeunesse, tous œuvrent pour l'État. Quand on paye davantage d'attention à la guerre, quand on a les budgets pour la guerre, ben évidemment, on ne voit pas beaucoup de budget alloué à la paix. Est-ce que ce n'est que la guerre qui mérite un budget? Est-ce que la paix ne mérite pas des ressources, un budget? Si on veut construire la paix, si on veut construire une civilisation, et ce n'est pas juste une question dans un pays, parce que ce qui se passe dans notre pays va affecter toute la région et tout le monde. On voit des changements à l'échelle mondiale, des budgets qui se restreignent, des budgets à l'égard des femmes qui se restreignent, mais ça touche tout le monde finalement. Alors comment avons-nous réussi à convaincre les acteurs étatiques? Comment on a réussi à les mobiliser? On a pu le faire grâce aux organisations de défense des droits des femmes et je pense qu'elles peuvent le refaire à nouveau. Merci Suzanne. J'accueille à mes côtés Peter qui saute d'une session à l'autre. Donc Peter, nous parlions de l'inclusion sociale des femmes, leur inclusion politique en situation de paix en Irak. Permet de repasser au français pour m'adresser à Nafissatou Idessadou. Dans les contextes de crise, dans les contextes de conflit, comme celui dans lequel agit votre organisation, les femmes jouent un rôle clé dans le maintien du tissu social. Comment est-ce qu'elles arrivent, comment est-ce qu'on arrive à les soutenir pour reconstruire ces formes locales de gouvernance et de solidarité malgré l'insécurité, malgré la précarité? Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour avoir donné la parole aux femmes. À travers moi, je pense que vous avez les femmes du Niger, du Sahel, que ce soit en milieu rural ou urbain, qui vivent l'insécurité au quotidien. Il faut également parler au nom de toutes les organisations féminines qui portent en elles une ambition, celle de voir les femmes engagées et renverser la tendance et beaucoup plus impliquées dans les instances de prise de décision. Et je tiens seulement à rappeler qu'au Sahel, les crises ne sont pas uniquement sécuritaires, elles sont structurelles et humaines. Elles naissent de la pauvreté, de l'exclusion et du manque de confiance entre les communautés. Et face à ces défis, les femmes demeurent une base invisible. Donc, pour maintenir ce lien social, ce tissu social, je pense qu'elles sont arrivées à prendre conscience de leur rôle et responsabilités. Aujourd'hui, les femmes ne se considèrent plus comme des victimes. Elles se voient comme des actrices. Et au-delà, elles s'organisent et se soutiennent entre elles. De plus en plus, on voit en milieu rural des organisations, des femmes qui s'organisent en groupements féminins. Ça, c'est au niveau de la base. Au niveau communal, au niveau national également, on voit des ONG féminines qui sont créées pour apporter du soutien aux autres. Il faut également comprendre que dans un contexte de précarité ou d'insécurité, les femmes fuient. Les hommes fuient. Ils partent souvent en guerre. Souvent, les institutions sont également absentes, mais qui restent. Ce sont toujours les femmes qui restent. Elles maintiennent la cohésion dans les villages et même dans les camps des réfugiés.
pour soutenir les déplacés et les communautés hautes. Elle crée également et renforce la solidarité locale. Souvent, même quand il n'y a pas d'espoir ou quand les institutions sont affaiblies, c'est toujours la femme qui reste pour pouvoir donner de l'espoir aux enfants. Donc, je pense que ce rôle est joué à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau même de certaines familles. De plus en plus également, nous constatons un éveil de conscience. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont impliquées dans des cercles de décision. Nous avons au Niger ce que nous appelons la loi sur le quota. Même si ça peine à être respecté quand même, cette loi nous permet quand même d'avoir des femmes dans des grandes instances de prise de décision comme le gouvernement. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans les gouvernements arrivent quand même à parler du même narratif, de défendre également les droits des femmes, et les femmes se constituent en mouvement pour pouvoir soutenir leurs sœurs. Il y a également de plus en plus le mentorat qui se développe. Que ce soit au niveau local, au niveau régional également, on voit des cercles d'espace sûrs qui sont créés où ce sont des femmes leaders qui accompagnent les filles, qui accompagnent également certaines survivantes de violences basées sur le genre. Donc le rôle est joué, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là et le tissu social est garanti par les femmes. Merci beaucoup Nafissatou. Peut-être de votre expérience à travers Femmes, Action et Développement, quelles sont les initiatives concrètes qu'on peut prendre en termes économiques, en termes communautaires, peut-être pour renforcer ce leadership collectif et quelque part ce que vous disiez, c'est-à-dire cette prise en main aussi par les femmes de leur devenir et de leur insertion dans l'environnement local. D'accord. De par en tout cas nos expériences, que ce soit au niveau associatif, mais également au niveau de certains consortiums dans lesquels nous sommes engagés, nous agissons à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du renforcement du leadership féminin. Nous essayons de fournir en tout cas le maximum de formation, de renforcement de capacité aux femmes, que ce soit en milieu rural, mais même en milieu urbain, pour qu'elles arrivent à prendre conscience de leur rôle et responsabilités, pour qu'elles arrivent également à développer la confiance en soi, à comprendre également le rôle qui leur revient en tant que femmes dans un contexte fragilisé, dans un contexte où les hommes ont fui leurs responsabilités, où elles portent en elles des lourdes responsabilités. Au-delà même de la responsabilité familiale, il y a également la responsabilité de toute une communauté, de toute une société qui repose à elles. Et nous les renforçons également sur leur manière de communiquer. Leur manière de communiquer dans la société pour pouvoir porter un seul narratif, défendre les droits des femmes et les droits des jeunes filles. Il y a également l'autonomisation économique des femmes. À tous les niveaux, quand nous partons, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'identifier des femmes leaders. Nous les organisons en groupements féminins et nous leur donnons les moyens nécessaires pour développer des activités génératrices de revenus. Je pense que c'est à ce niveau que je vais appuyer un peu ma sœur qui vient de parler, parce qu'à un certain niveau, il faut qu'on arrive à agir, à aller à l'échelle. Aller permettre aux femmes qui sont dans des activités génératrices de revenus de pouvoir se constituer en PME pour pouvoir avoir accès à certains prêts et être véritablement autonomes. Il y a également le plaidoyer collectif que nous faisons. Les femmes aujourd'hui au Niger et également au Sahel, ça se voit, beaucoup de mouvements sont créés pour pouvoir défendre les questions des droits des femmes et porter un mouvement fort pour défendre l'agenda femmes, paix et sécurité. Je pense que nous le faisons de façon beaucoup plus structurée.
Et si notre voix porte aujourd'hui au niveau des gouvernements, c'est parce que nous avons fait des preuves. Nous avons agi en essayant d'apporter notre soutien aux femmes et à les impliquer dans des mécanismes de prévention et de gestion de conflits. Souvent, il y a des mécanismes au niveau local qui ne sont pas sensibles déjà. Qu'est-ce que j'appelle sensible déjà? Où on voit l'absence des hommes, des femmes. Il n'y a que des hommes qui siègent au niveau de certains mécanismes. Nous les alertons et puis nous essayons de les redynamiser pour que les femmes puissent siéger et jouer leur rôle véritablement. Il y a également l'accompagnement aux organisations féminines. Aujourd'hui, nous jouons un rôle de fêtière. Nous avons plusieurs organisations féminines que nous accompagnons. Nous venons de créer un laboratoire qui s'appelle Yellow Lab, qui accompagne les organisations féminines. On fait le diagnostic organisationnel pour situer déjà le niveau de l'organisation et en fonction des résultats, nous essayons vraiment d'adapter un plan de renforcement de capacité qui peuvent répondre à ces besoins. Et le changement est concret. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'organisations féminines qui sont engagées sur les questions de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et nous essayons de les mettre en collaboration, pas en collaboration, mais en contact avec les bailleurs. Récemment, on a fait une table ronde qui a permis à chaque organisation de venir présenter ses activités, ses projets devant une dizaine de bailleurs qui ont pris des engagements pour pouvoir leur faire des opportunités. Et nous essayons également de voir comment est-ce que l'État peut également faciliter l'implication des organisations féminines ou bien des femmes leaders dans les réformes des stratégies ou des politiques et comment est-ce que le plan d'action 3 qui est en cours d'élaboration au Niger, comment est-ce que les femmes peuvent participer. Malheureusement, nous constatons au sein de ces organisations également, il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'existence de la résolution 1325. Commencez déjà par là, avant de parler de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ça a été quand même une prise de conscience collective qui a permis à tout le monde de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes également en train de mettre en œuvre des projets avec des consortiums. L'AFD nous a soutenus dans le cadre d'un projet, d'un consortium avec Equipop, FAD, Gorée, Diaconia, qui sont mises en œuvre dans plusieurs pays au Sahel, comme le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad, le Togo, qui touchent les questions féministes. Donc, je pense qu'à travers déjà ce projet, on peut constater certains résultats dont nous avons aujourd'hui plus de 60 organisations féminines qui sont accompagnées, qui arrivent à avoir des opportunités de financement allant de 15 000 euros à 60 000 euros. Certaines organisations, c'est la première fois qu'elles arrivent à avoir ces opportunités. Donc, on essaie déjà de les impliquer davantage dans le rôle qu'elles doivent jouer et de comprendre également qu'elles ont la responsabilité de continuer ce combat. Merci beaucoup Nafissatou et merci d'avoir souligné le rôle extrêmement important des organisations locales pour structurer ces réseaux. Maybe 1 minute. Peut-être 1 minute pour chacun d'entre vous, puisque nous sommes dans le Forum de Paris pour la paix. Avec ce point de vue global, nous avons aussi l'Union européenne représentée aujourd'hui. Une idée pour faire de cet agenda pour les femmes, la paix et la sécurité, pour en faire un programme vraiment concret. Alors, une idée, je dirais, je plaide pour que tous les acteurs internationaux, y compris les gouvernements, les organisations internationales, je plaide pour qu'ils réfléchissent de manière innovante. Nous demandons aux pays de le faire, aux bénéficiaires, les femmes, de le faire lorsqu'il s'agit d'investir dans la paix et la sécurité. Voici les process, voici les procédures. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien changer à ces procédures, à ces process.
nous devons à tous ceux qui vivent dans des situations de conflit et de crise, nous leur devons une certaine flexibilité dans notre manière de réfléchir. Donc, plus de flexibilité. Suzanne, quelle serait votre suggestion? Ma suggestion, c'est de passer d'une résolution symbolique à une responsabilisation des acteurs lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de cette résolution. Nous devons connecter le financement et la coopération internationale. Il ne faut pas rester au stade de projet, il faut que ça devienne une politique, car c'est ainsi que nous pourrons réaliser la paix et la sécurité. Sinon, ça ne sera qu'une série de documents dont nous célébrerons année après année l'existence. Et il ne faut pas oublier que les organisations qui soutiennent les femmes sont les vrais acteurs sur le terrain. Ce sont des acteurs courageux qui risquent leur vie, qui s'expriment pour parler des problèmes auxquels font face les femmes et de ce dont elles ont besoin. Donc, comment passer de la consultation au pouvoir, ne pas simplement utiliser les organisations de soutien aux femmes pour parler avec elles, mais comment les impliquer véritablement dans les processus de mise en œuvre de cet agenda. Nous ne pouvons faire cela seulement entre nous. Sans votre soutien, nous ne pourrons mettre cela en œuvre, mais nous devons bien sûr continuer, car les femmes pour la paix et la sécurité, ce n'est pas un projet temporaire. Les conflits nous menacent en continu, et une erreur qu'on ne veut pas reproduire, c'est ce qui nous est arrivé en Irak. Lorsque l'État islamique est arrivé en Irak, ils ont changé entièrement le financement pour passer au financement d'urgence. Ça a impacté tous les programmes de développement. On ne peut pas ignorer ces problèmes, même si on alloue des financements pour les questions humanitaires et la réponse aux situations d'urgence. Il ne faut pas oublier le développement, sinon nous perdons nos progrès, nous reculons. Il faut aussi répondre au recul de la société civile, car sans cela, évidemment, nous allons vers une dictature s'il n'y a pas vraiment de société civile. Merci beaucoup, Suzanne. Votre recommandation. Merci beaucoup. Il faut déjà commencer à insérer l'agenda femmes, paix et sécurité dans les politiques de développement au niveau global, à tous les niveaux. Également, faciliter à toutes ces organisations d'être bien structurées avec un bon fonctionnement nécessaire pour leur permettre de durer dans l'action, de perdurer dans l'action, parce que souvent les projets d'une année, 2 ans ne permettent pas aux organisations féminines d'avoir une très bonne assise. Et aujourd'hui, si ces organisations féminines n'existent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une raison pour laquelle on doit chercher des opportunités ou bien des financements. Il faut renforcer la localisation. La localisation, pour moi, il faut qu'on arrête à un certain moment de passer, d'avoir comment dirais-je, des transitions, passer par les partenaires internationaux pour financer les organisations féminines, parce que nous avons la capacité. Aujourd'hui, nous maîtrisons également le contexte. Nous devons agir de telle sorte que si, avec le contexte qui est de plus en plus ambigu, qu'on arrive quand même à bien préparer la relève au niveau local. Ces organisations ont ces compétences-là, il faut croire en elles et il faut vraiment concrétiser la localisation. Il faut également prioriser les besoins. Au niveau local pour que ça soit uniformisé dans tous les plans d'action que vous allez peut-être soutenir.
Il faut porter une position africaine également, unifiée sur les questions de femmes, paix et sécurité au niveau du Sahel et au niveau de tous les pays qui seront engagés, et créer un mécanisme commun de communication et de narration pour qu'à tous les niveaux, quand on parle, qu'on écoute et qu'on comprenne que le seul narratif qui est là, c'est comment impliquer davantage les femmes dans les mécanismes de décision et de prévention de conflits. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much to all. Merci beaucoup à nos trois oratrices pour cette opportunité, pour la richesse de vos témoignages. J'ai senti une légère critique de l'action des donateurs et des partenaires dans certains propos. Si je peux peut-être conclure et résumer votre message, je dirais que nous avons toujours tendance à voir les femmes en tant que bénéficiaires et non pas en tant qu'actrices de ces process. Nous devons donc passer d'une approche d'objectification de la femme à une approche de femme en tant que sujet, en tant qu'actrice. C'est un point que nous entendons. Nous avons essayé de bien impliquer les femmes au niveau de l'AFT dans notre action, dans nos fonds paix et résilience. Vous avez parlé des défis de Properco pour dégager des initiatives capables de soutenir des projets menés par des femmes. À un niveau pour générer des mécanismes de finances durables, nous avons parlé du financement d'organisations féministes par l'État français. C'est aussi là pour soutenir les organisations de la société civile qui sont des organisations cruciales dans ce processus. Et à ce niveau, à notre niveau, nous essayons toujours d'avoir une perspective qui prend en compte le genre sur la santé, sur le numérique, sur la cohésion sociale, mais nous devons encore évidemment nous améliorer et garder ce lien entre l'activité locale et l'action dans les politiques publiques internationales. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à M. Peter Wagner, qui est directeur du service des instruments de politique étrangère au sein de la Commission européenne. Il va partager son expérience avec nous, une expérience assez longue dans le cadre européen. Il va nous expliquer comment peut-être on peut démultiplier cette dynamique pour que les femmes soient au centre à l'échelle locale. Merci beaucoup. Excusez-moi pour mon retard, je faisais partie d'une autre table ronde. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment le bon moment d'avoir vu cet anniversaire, d'avoir autant d'événements autour des femmes et de la paix. Alors je partage un peu, j'ai entendu ces critiques, mais il y a des bonnes surprises. J'ai participé à beaucoup d'événements ces 3 ou 4 dernières semaines et en effet, on dit que souvent les femmes sont présentées comme des objets, des victimes. Et ici, on entend vraiment parler de femmes comme des agents puissantes du changement, des femmes capables d'action. Alors, sans trop s'envoyer des fleurs, on est assez fiers, je dois dire, d'avoir pu cette année encore, ça fait 2 ou 3 ans, d'avoir des tables rondes uniquement de femmes. Et ce n'est pas
un objectif, mais c'est parce qu'en fait, dans certains pays, il y a des femmes qui sont les expertes sur certains sujets, des sujets dont elles font partie. Et voilà, du coup, on a des panélistes uniquement féminines. Donc, bon, on n'a pas atteint tous nos objectifs. Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. On a lu les bilans de notre action 2018-2022. On a un plan d'action dans nos documents autour de notre politique étrangère. On a plein d'indicateurs. Mais voilà, comme on le dit, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Où est-ce qu'on en est? Et on voit encore, même là où on atteint nos objectifs chiffrés, nos quotas, etc., au niveau le plus élevé, eh bien, ça ne se transmet pas forcément partout sur le terrain. Alors, j'ai écouté ce que vous avez dit, en tout cas à partir du moment où je suis arrivée. Je ne prends pas de posture défensive, mais si j'écoute et que je résume ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse, eh bien oui, vous avez raison et on en est conscient. On entend la même chose au niveau de la politique étrangère. Le problème, c'est qu'on essaye et on continue à essayer de dépasser certaines limites de nos co-législateurs, certains membres de l'État européen, certains membres du Parlement européen qui veulent contrôler depuis Bruxelles tous les processus et ce qui se passe à travers le globe, là où va l'argent. C'est vrai, c'est un problème. Et on doit continuer à se battre pour trouver des solutions. On essaye de le faire au sein de mon département et ailleurs au sein de la Commission européenne. D'une part, en faisant davantage de co-création pour que les femmes soient impliquées dès le début dans la définition de ce qu'on va faire. Et cela nous permet de mieux tenir compte de nos limites. Deuxièmement, on essaye de plus en plus d'avoir des projets agrégés, des programmes, des projets agrégés, ce qui évite ce problème de fragmentation. On a tous des fonds limités. Je reviens d'ailleurs de réunions avec quelques pays qui avaient des fonds significatifs et parmi ces pays, il n'y a que le Danemark qui va maintenir ce niveau de financement. Ce qu'on sait, c'est que même à l'échelle de l'Union européenne, à partir de 2028, les financements vont baisser. Et donc, il est d'autant plus crucial d'identifier les sujets cruciaux. Et il faut qu'on utilise des projets où on atteint une masse critique. Le but n'étant pas de faire du saupoudrage de l'argent qui est un petit peu distribué partout sans véritable changement. Pour un changement véritable, parfois, il faut vraiment cette notion de masse critique. Ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas, c'est que les femmes, évidemment, ont des idées, elles ont un rôle à jouer en termes économiques, en termes de stabilité politique, etc. Alors, j'ai pris des notes. Anadi Tutunji, vous avez dit que trop souvent, l'inclusion financière des femmes est oubliée. Et il y a 25 ans, au début de ma carrière, au sein de l'UE, on parlait de l'inclusion financière des femmes. Donc, d'une part, c'est bien de voir qu'il y ait des progrès, et d'autre part, c'est frustrant de voir que ces progrès sont quand même très lents. Mais on y travaille. On essaye de travailler sur ce nexus avec le développement humanitaire, les travailleurs pour la paix. Il faut que la voie soit tracée pour que les solutions se développent. Merci Suzanne Aref pour votre déclaration très claire sur le rôle des femmes.
dans les politiques publiques. C'est très important pour nous. Là, le défi, et c'est sans doute lié à la taille de ce défi, comment on passe des mouvements sur le terrain où les femmes sont très fortes à l'échelle des institutions. Première étape, les conseils municipaux et ensuite les parlements nationaux, où là, les femmes sont moins représentées. Donc il manque des éléments, je pense. Vous nous avez donné des exemples très pertinents. Nous pensons que c'est crucial et vous avez peut-être entendu parler du programme européen Femmes et Paix pour 30 millions d'euros. Je pense que ce sujet fera partie intégrante de ce programme. Ça nous permettra de passer du niveau un peu anecdotique à un niveau plus pertinent avec davantage d'impact. On travaille déjà avec différents projets qui existent, où des femmes qui font partie de mouvements sur le terrain se réunissent, échangent les bonnes pratiques, voient ce qui est possible de faire et ce qu'elle pourrait du coup mettre en œuvre. Merci beaucoup, Nafissatou Idessadou. Vos remarques concernant la résilience locale, qui reste en effet un peu au cœur de tout ce qui se passe. Et ce n'est pas nécessairement une contradiction. Quand je disais avant, il faut aller au-delà du grassroots. Non, il faut garder le grassroots, il faut maintenir cet élément fort dans tout ce qui se passe au niveau local, mais il faut le développer au-delà de ce qu'on fait actuellement. Et là, je pense que vous avez très fortement et clairement parlé des exemples de ce qui est possible et de ce qui existe déjà. Very few words to wrap up more generally from my perspective. Pour résumer de mon point de vue, j'ai 50 secondes. Nous savons que les organisations internationales, les gouvernements, les institutions internationales, ou ce qui est un peu entre deux, comme la Commission européenne, ont l'obligation d'une part d'utiliser l'argent de la façon la plus efficace possible pour les contribuables, mais je suis également convaincu qu'en travaillant avec vous, nous le ferons de façon beaucoup plus facile que de le faire de façon abstraite. C'est pour ça que les échanges continus sont importants. Il ne faut pas nous imaginer comme des gens à Bruxelles, très loin. On travaille avec des partenaires locaux. On ne donne jamais d'argent directement aux organisations grassroots, aux organisations sur le terrain. On utilise des intermédiaires. Et on va essayer d'améliorer ça. Merci. Merci beaucoup, Peter. C'est très encourageant d'entendre tout ça. C'est bien de savoir que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est toujours soutenu par l'UE. Je veux remercier à nouveau nos intervenantes. On a vu comment les femmes peuvent être agents du changement à travers toutes ces femmes qui travaillent tous les jours sur le terrain. Gardons ce message à l'esprit et continuons de travailler pour que cette vision se transforme en réalité, qu'on arrive à mettre en œuvre cet objectif très ambitieux. Merci à tous et profitez du forum. Merci.